Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques et aujourd'hui on va faire une petite pause sur le récit de ma vie étudiante. On va mettre ça de côté. Juste pour simple rappel, on en était arrivé au moment où je passais mes écrits pour l'agrégation, donc en mars 2018. Donc on va mettre ça de côté et aujourd'hui on va se pencher sur une question. Une question que vous avez lue en titre de cette vidéo, c'est quoi faire de la recherche en mathématiques? Je pense que n'importe quelle personne qui a aimé faire des mathématiques à un moment donné dans sa vie s'est posé la question et probablement que des proches également ont dû lui poser la question. Et à mon avis, ces personnes-là, qui n'ont pas forcément une expérience ou en tout cas entendu vraiment parler de ce que c'est faire de la recherche, ont tenté d'apporter une réponse sans vraiment savoir donc de quoi il s'agit. Moi, comme je vis la recherche de l'intérieur, je pense que ça peut être bien que je vous partage un petit peu mon point de vue sur la question et ça vous permettra également de mieux saisir aussi comment peut fonctionner la recherche. Alors plus précisément en maths fondamentales, car oui, la réponse que je vais vous apporter sera probablement subjective. Il y a de fortes chances que ce que je vais raconter comme type de modèle pour faire de la recherche ne colle pas ou ne coïncide pas avec ce que peut faire la plupart des chercheurs en mathématiques. Là, je vais parler essentiellement peut-être de chercheurs qui font des mathématiques fondamentales, mais ceux qui font des mathématiques appliquées ou d'autres types de mathématiques, voire même d'autres types de recherches, n'ont pas nécessairement le même modèle en tête, le même type de réflexion pour amener à des résultats ou des choses intéressantes dans ce qu'ils font. Bref, maintenant que le cadre est posé, on va pouvoir se lancer. C'est quoi faire de la recherche en mathématiques? Alors pour tenter de vous y apporter une réponse, je vais faire ça à l'aide de schémas. Et donc ces schémas, je ne vais pas les faire n'importe comment évidemment, je vais mettre en place un petit système que vous avez probablement déjà vu dans un ancien numéro d'une vie de mathématiques. Je vais mettre en place tout ceci et je vous retrouve tout de suite. Bon, maintenant que la chose est mise en place, je vais vous expliquer tout ça. Alors je vais vous faire un petit schéma, un schéma assez général de ce que peut être le type de réflexion qu'on pourrait amener pour faire de la recherche. Alors on part très souvent d'un résultat. Donc on a un résultat assez général, un théorème, ce que vous voulez, avec un énoncé assez précis. Ok, donc on a un résultat, et en fait, ce résultat, pour que ce résultat soit vrai, on peut avoir des hypothèses, des choses importantes à vérifier pour que le résultat tienne de bout en bout. Et ce qu'on va faire avec ce résultat, c'est qu'on va le confronter à des connaissances que l'on a pu acquérir au fur et à mesure donc de notre cursus, de nos études, etc. Donc en fait on a notre résultat qui, on peut juste schématiser de la manière suivante, qui est plongé, donc il est plongé dans de la connaissance, on va dire. Et l'idée c'est de confronter ce résultat avec ces connaissances. Donc on confronte le résultat qu'on est en train d'apprendre, ou en tout cas peut-être qu'on a réussi à obtenir, enfin peu importe dans quel cadre on a ce résultat, on a un résultat avec des hypothèses, un contexte, et l'idée c'est de confronter ce résultat avec des connaissances qu'on a pu acquérir, donc soit en lisant des articles, des bouquins, soit en apprenant du cours tout simplement, et en faisant cette confrontation, on va amener des questions. Donc à partir de ce résultat, on va amener des questions, des interrogations autour de ce résultat, qui peuvent être de bonnes pistes, bien sûr, suivant le contexte. Bien sûr, donc il va y avoir des questions qui vont paraître plus facilement atteignables que d'autres, suivant le type d'outil qu'on pourrait avoir besoin pour mettre en place les choses. Il peut y avoir des questions qui peuvent être très proche du résultat, juste en jouant avec une petite hypothèse, presque rien. Il peut y avoir des questions sur lesquelles on veut carrément changer tout le contexte du résultat.
Et il peut y avoir des questions qui sont plus facilement atteignables que d'autres parmi ce qu'on pourrait poser. Et c'est ce qui va également faire que on va se diriger vers une question bien précise qu'on va tenter de répondre si elle n'a pas encore eu de réponse. Voilà donc pour moi le schéma général de ce que peut être faire de la recherche. Je répète encore une fois, ce schéma n'est peut-être pas valable pour n'importe quel chercheur en mathématiques, c'est davantage valable pour des gens qui font des maths fondamentales plus que ceux qui font des maths appliquées. Pour des gens qui font des mathématiques appliquées, je suppose que le type de réflexion qu'il peut y avoir n'est pas tout à fait le même. En général, les personnes qui font des mathématiques appliquées, ils ont une espèce de modèle, ils ont une question autour d'un modèle qui peut être posé suivant le type de choses qui sont étudiées. Ça pourrait être lié à des études autour d'une maladie, par exemple, ou autour potentiellement d'un phénomène physique ou chimique. Donc ça pourrait très bien être ce type de contexte, et ils ont des équations, un modèle qui a été mis en place, des équations différentielles par exemple, des choses de ce type. Et une question qui pourrait être à amener, ça pourrait être quel pourrait être le comportement des solutions de telle ou telle équation, essayer de comprendre ce que peuvent donner les fonctions qui vérifient telle ou telle égalité. Donc on n'est pas tout à fait dans le même contexte, mais tout de même on a quand même un socle qui est, on va dire, un résultat, ou en tout cas des phénomènes visibles qui se comprennent plus ou moins, et à partir de ces phénomènes, poser des questions qui peuvent amener donc à des réflexions qui peuvent être plus ou moins difficiles, et suivant la jauge de difficulté, on pourrait se pencher davantage vers un axe plus qu'un autre. Voilà. Donc même en mathématiques appliquées, on peut avoir quand même un modèle plus ou moins similaire. Je pense juste que c'est pas un modèle totalement général, parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui font des mathématiques qui sont assez différentes de celles que je propose ici. Mais bon, voilà, je vous en propose un, et puis on va voir sur un exemple comment, plus précisément, cela peut fonctionner. Ok, alors l'exemple que je vais prendre, c'est un exemple de résultat que vous connaissez tous. Je vais prendre tout simplement le théorème de Pythagore. Alors le fameux théorème de Pythagore qui nous dit que si on a affaire à un triangle rectangle, dont on connaît les dimensions, alors on a une relation entre les dimensions qui est la suivante: a carré plus b carré égale c carré. Donc je vais partir de ce résultat-là, et puis je vais vous montrer le type de réflexion qu'on pourrait avoir autour de ce théorème. Puis je vais vous donner donc des idées de réflexion qu'on pourrait avoir autour de ce théorème. Et je vais y aller crescendo, donc je vais y aller d'une petite réflexion jusqu'à une réflexion de plus en plus poussée. Et vous allez voir en fait les multiples directions qu'on pourrait avoir, auxquelles on pourrait penser autour de ce théorème. Je pourrais éventuellement vous dire aussi ce qui est connu et ce qui n'est pas encore vraiment connu autour de ce théorème. Bon, je pense que beaucoup de choses que je vais dire autour de ce théorème vont être connues, mais peut-être qu'il y a des pistes qui n'ont pas été totalement abouties, ou en tout cas totalement travaillées. Mais voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir en tête. Donc on a ce théorème, et la première question, je pense, une des premières questions qui peut nous venir à l'esprit quand on voit ce résultat, c'est qu'on peut remarquer que ce résultat s'écrit sous la forme d'une implication. Donc c'est si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai l'égalité. La première question donc qu'on peut se poser assez naturellement autour de ce théorème, c'est est-ce que la réciproque est juste? Voilà une première question qu'on pourrait poser autour du théorème de Pythagore. Est-ce que la réciproque du théorème de Pythagore est vraie? Donc est-ce que si j'ai une égalité de dimension avec une relation qui est vérifiée telle qu'on la voit ici, est-ce que je peux conclure que le triangle que j'ai sous la main est un triangle rectangle? Ok? Bon. Je pense que vous devriez savoir, ça c'est un résultat de collège, vous devriez savoir, alors je vais peut-être mettre une couleur verte pour les choses connues. Donc vous devriez savoir que oui, la réciproque est vraie, c'est déjà quelque chose qui a été étudié. Très bien. Mais voilà, ça c'est une première piste, juste en voyant la forme du théorème. Maintenant, vous allez voir que
en pensant aux connaissances qu'on peut avoir autour du sujet, on va amener d'autres questions. Par exemple, une connaissance qu'on a, c'est que parmi les triangles, on n'a pas que des triangles rectangles. On peut avoir n'importe quel type de triangle. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas généraliser le théorème de Pythagore à n'importe quel triangle? Donc je vais écrire ceci, triangle quelconque. Est-ce qu'on peut généraliser ce théorème donc à des triangles quelconques? Voilà, donc ça c'est aussi une piste de réflexion possible, puisque bon bah l'hypothèse, là on a une équivalence qui nous est amenée par le fait qu'on a un triangle rectangle. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on a une relation entre les dimensions si on travaille avec n'importe quel triangle? Alors là aussi, par rapport aux connaissances de cours que vous avez pu apprendre jusqu'au lycée, donc là il faudrait plutôt être en première terminale, donc à ce niveau-là, on apprend qu'en effet, il y a bien une généralisation qui existe, qui est donnée sous la forme du théorème d'Al-Kashi ou théorème généralisé de Pythagore. Donc moi je vais noter Al-Kashi. Donc il existe bien un résultat plus général, une relation entre les dimensions, et là dans ce cas-là il va falloir faire intervenir un angle en plus de ça, mais il existe bien une relation un peu plus générale que le théorème de Pythagore. Bon, très bien. Mais vous voyez que c'est aussi une autre piste de réflexion, encore une fois naturelle, puisque bon bah j'ai un résultat qui me disait quelque chose sur les triangles rectangles, et j'ai amené une connaissance en disant il n'existe pas que des triangles rectangles, il y a également des triangles quelconques. On pourrait se poser la question, est-ce que ça marche aussi pour les triangles quelconques? Vous voyez le type de choses que l'on peut amener petit à petit. Alors maintenant, si on continue à aller un tout petit peu plus loin, donc je vous rappelle que mes questions vont en crescendo, d'une certaine manière, en difficulté. Donc là, je vous ai fait d'abord la question de la réciproque. Il y a aussi une question de triangle quelconque. Peut-être une autre question qu'on pourrait amener, c'est que là, on travaille qu'avec que des triangles. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un type de relation, enfin, une relation, qui pourrait également exister pour des dimensions données sur un polygone? Et donc là, ça peut nous amener à une autre question. Est-ce que par hasard, il existerait une version polygonale du théorème de Pythagore? Voilà, ça c'est une autre façon de réfléchir à ça. Alors bien évidemment, la question est un peu vague, dite comme ça, parce qu'on n'imagine pas vraiment quel type de relation il pourrait exister. Et d'ailleurs, c'était également vrai pour les triangles quelconques. Si vous n'aviez aucune connaissance sur le théorème d'Al-Kashi, la question qu'on s'est posée pour passer de triangle rectangle à triangle quelconque, on n'a pas forcément une idée précise du type de relation que doit vérifier les dimensions du triangle. D'accord ? Il a fallu une réflexion supplémentaire pour amener à quelque chose qui nous fait comprendre que finalement l'angle qui se trouve ici a de l'importance dans le calcul. D'accord ? Donc, j'espère que vous comprenez que, en effet, là, en ayant amené déjà la question de triangle quelconque, le fait d'avoir telle ou telle relation sur les dimensions du triangle et le fait qu'un angle avait en fait finalement de l'importance dans le calcul ou dans la relation que l'on voudrait mettre en place entre les dimensions de triangle, c'était pas quelque chose de si évident à voir, en tout cas quand je pose la question telle qu'elle. Là par exemple pour les polygones, c'est pareil, je vous pose la question directement sur des polygones, on peut aussi faire un petit intermédiaire, je pourrais d'abord le faire sur des quadrilatères. Me poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation qui marcherait pour les quadrilatères? Et puis bon, ça pourrait potentiellement me donner une piste pour ce qui se passe pour les polygones. Et pour vous montrer que cette piste n'est pas une piste trop lointaine, parce que là, a priori, on peut se dire, c'est quand même difficile d'imaginer, est-ce que c'est possible d'avoir une relation entre les dimensions d'un polygone? C'est vrai que ça paraît un peu étrange, ou en tout cas, ça paraît difficilement atteignable. Mais pour vous montrer que ça peut être atteignable d'une certaine manière, eh bien là aussi j'amène des connaissances. Je sais que si j'ai un polygone, donc je vais vous faire un petit dessin en bas, si j'ai un polygone, là je vais vous dessiner un hexagone, on peut travailler plus précisément des polygones convexes, on pourrait pas, là encore une fois j'amène des connaissances, donc on pourrait se restreindre à des polygones convexes, donc les polygones convexes ça a la propriété que si je prends des sommets
de mon polygone et que je fais la diagonale formée par ces deux sommets, toute la diagonale est inclue dans la surface délimitée par le polygone. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, n'importe quelle surface peut être triangularisable, donc peut être triangulée. C'est-à-dire que je peux dessiner des triangles qui vont découper ma surface, et donc là, en particulier, qui va découper mon polygone. Donc, bon, après, je peux avoir beaucoup de choix sur la triangulation, donc on voit que ça peut amener à d'autres questions, ce que je viens d'amener. Une question de combien y a-t-il de triangulations qui existent pour un polygone? Ça, je vous laisse y réfléchir, mais ça peut amener ce type de questions. Mais ce que je veux surtout vous amener comme idée, c'est que à partir du moment où j'ai une triangulation et que je connais les longueurs de mon polygone, et puis que je connais les angles, il y a moyen d'essayer d'amener un calcul qui va fonctionner. Donc si on y réfléchit un petit peu, je pourrais très bien partir de ce triangle-là, appliquer Al-Kashi, trouver la longueur de cette diagonale, à partir de la longueur de cette diagonale, trouver les valeurs des angles qui se trouvent ici et ici, puis donc en déduire les valeurs des angles qui vont se trouver ici, enfin qui va se trouver notamment ici, celui-là, je pense que ça va être le plus important. À partir de là, j'ai un nouveau triangle dont je connais deux longueurs et un angle, je vais pouvoir trouver la valeur de cette diagonale. Vous voyez comment ça peut se passer? Puis encore une fois, je vais couper l'angle d'une certaine manière, donc je vais essayer de trouver la valeur de l'angle ici, la valeur de l'angle ici, je vais pouvoir donc déduire la valeur de l'angle ici, j'ai encore un triangle, etc., etc. Vous voyez qu'il y a une espèce de récurrence qui apparaît quand on travaille avec les polygones. Donc récurrence, c'est pas vraiment récurrence, le bon terme, ça serait plutôt un algorithme, une manière récursive de calculer, calculer une relation entre les dimensions du polygone en fonction du nombre de côtés qu'il y a dans ce polygone. Vous voyez qu'il y a quand même, a priori, une bonne façon de s'en sortir pour le faire avec des polygones. Bon, mais voilà, la réflexion peut être autour aussi de la triangulation qu'on veut choisir. Donc là, j'ai choisi une triangulation. Rien ne m'aurait empêché de faire le calcul en prenant plutôt cette triangulation-là. Donc cette façon de trianguler le polygone va m'amener à une autre relation que je pourrais obtenir de mon hexagone ici. Donc une relation entre les côtés de mon hexagone. Donc vous voyez qu'il y a des questions qui peuvent se poser naturellement à partir du moment où on amène des connaissances. Vous voyez? Donc là j'ai amené des connaissances assez profondes en disant oui, j'ai un polygone, quand j'ai un polygone je peux le trianguler ou le triangulariser, enfin bref. Je peux donc le découper en triangle, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, et à partir de ce découpage, utiliser de manière récursive Al-Kashi afin d'essayer d'obtenir des relations entre à la fois les angles et les longueurs de mon polygone. D'accord? D'ailleurs, le fait qu'il y a des angles qui doivent rentrer en jeu vient du cas général, donc du cas où on a travaillé avec les triangles quelconques. Okay? Donc, a priori, travailler avec des polygones, ça semble quand même assez atteignable. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner une expression bien explicite, bon, je ne dis pas forcément très belle, mais en tout cas assez explicite, entre les différents côtés d'un polygone et les angles qu'il peut y avoir aussi de ce polygone? C'est pas une question qui est si lointaine. Elle paraît quand même assez atteignable du moment où on a, encore une fois, des connaissances en plus à amener. Donc là, les connaissances en plus, c'est la question de trianguler un polygone. Donc pour les polygones, il n'y a pas vraiment une formule générale qui est donnée, donc bon, il n'y a pas vraiment la connaissance d'une formule bien sympathique qui existerait entre les dimensions du polygone et les angles qui seraient donnés dans ce polygone, mais c'est quand même atteignable, et donc c'est pour ça que je le mets en orange, c'est quand même une réflexion qu'on pourrait avoir et qui pourrait amener à des résultats qui pourraient être sympas, juste à connaître, ou en tout cas avoir fait l'exercice de... Je trouve que voilà. Pour les quadrilatères, bon, il y a peut-être des chances que si on cherche bien sur internet, il y a peut-être des chances de trouver peut-être une relation bien précise. On est peut-être capable, je pense que c'est possible qu'on trouve ça sur internet, de trouver une relation entre trois côtés d'un quadrilatère, deux angles donnés dans ce quadrilatère et le dernier côté dont on cherche la longueur. Donc je pense que ça ne me paraît pas impossible qu'en cherchant un petit peu sur internet, on trouve ce genre de choses. Mais voilà, pour le polygone, je ne pense pas, à ma connaissance, avoir vu une formule vraiment explicite qui marcherait pour n'importe quel polygone. Mais voilà, c'est une piste de réflexion qui pourrait être faite de manière récursive, etc., etc.
Bon. Ok, donc là voilà, je vous ai donné déjà des premières pistes, mais on peut aller encore plus loin. Alors quand je dis qu'on peut aller encore plus loin, on pourrait très bien se poser la question, ok, je travaille avec des triangles. Les triangles, c'est dans un plan. Et là, j'amène une nouvelle connaissance. Je sais que les figures dans lesquelles je pourrais travailler ne sont pas forcément réduites qu'au fait de travailler dans un plan. Ok ? Donc je pourrais me poser la question, est-ce qu'il existerait une généralisation du théorème de Pythagore dans un cadre où on travaillerait avec un espace vectoriel de dimension finie, voire de dimension infinie peut-être. Donc une première question, ce serait, est-ce qu'on pourrait avoir une généralisation en dimension finie? Et puis potentiellement aussi, c'est une autre question, qu'en serait-il si on travaillait en dimension infinie? Est-ce qu'on est encore capable de donner des relations entre les différentes longueurs qu'il y a d'un triangle? Et il faut généraliser donc la notion de triangle. Généraliser la notion de triangle, ça veut dire qu'il faut travailler des tétraèdres. D'accord? Par exemple, en dimension 3, ça sera des tétraèdres. En dimension 3, dimension 4, on va devoir amener la notion de tétraèdre, mais en dimension 4, etc., etc. Puis en dimension infinie, là c'est peut-être une question un peu forte. Et là, dans ce cas-là, ça me paraît un peu compliqué de mettre en place les choses. Donc pour moi, je pense que dimension infinie, c'est peut-être pas trop la peine de se pencher dessus, parce qu'on n'a même pas... là, pareil, je ramène une connaissance, encore une fois, pour pouvoir amener ça, pour pouvoir dire ce que je dis là. Mais dimension infinie, par exemple, comme on n'a pas vraiment de notion de base, on n'a pas forcément la possibilité de placer des points sur un espace de dimension infinie, il y a peut-être quand même une notion de distance, et là ça va m'amener encore à une autre question que je vais garder pour l'instant de côté, mais c'est vrai que pour l'instant, là, la dimension infinie, on voit pas très bien comment on peut s'en sortir. En fait, de manière générale, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir. Donc, pour la dimension infinie, c'est pas trop possible d'avoir un théorème de Pythagore qui fonctionne. Par contre, en dimension finie, oui, il peut y exister une formule de Pythagore un peu plus généralisée, puisque ça va venir de la notion de norme, de la norme euclidienne finalement, si on réfléchit un petit peu. Ça va venir de la notion de norme euclidienne, et donc ça veut dire que si j'ai un tétraèdre, on va dire orthogonal, et il faudrait préciser ce qu'on entend par orthogonal, donc ça veut dire qu'il faut que tous les hyperplans, donc là si je travaille en dimension, en dimension 3, il faudrait que 3 plans soient peut-être, 3 des plans qui sont en jeu soient peut-être orthogonaux, un truc de ce style-là. Et si je veux déterminer une dernière longueur par rapport aux autres longueurs, je vais devoir utiliser des petites formules, des formules qui font sens par rapport à la norme 2, la norme euclidienne que vous connaissez bien. Donc ça serait lié à faire un calcul du style, je vais racine carrée de coordonnées, donc x1 au carré plus x2 au carré, etc. pour avoir la dernière longueur. D'accord, donc on va se ramener à quelque chose qui utilise la notion de norme euclidienne. Et donc la notion de distance euclidienne finalement, de produit scalaire, etc., etc. Et donc on pourrait se poser la question, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas jouer avec la distance? Est-ce que la propriété de théorème de Pythagore pourrait fonctionner si je travaillais avec d'autres types de distance? Est-ce que je peux jouer avec la notion de distance? Donc c'est-à-dire, est-ce que je peux changer la norme? Est-ce qu'au lieu de travailler avec une norme euclidienne, je ne pourrais pas travailler plutôt avec une norme infinie? Une norme 1, ou même d'autres types de normes, ce qui pourrait m'amener à me repencher sur la question de la dimension infinie. Je pourrais très bien définir un produit scalaire ou une norme qui fonctionnerait, qui me donnerait donc une espèce de topologie sur l'espace sur lequel je travaille, et à partir de cette topologie, essayer de dire des choses concernant les relations qu'il peut y avoir entre des distances, entre des objets de cet espace. Vous voyez, donc là, encore une fois, j'amène des connaissances supplémentaires. D'accord ? Et je confronte ces connaissances supplémentaires autour du théorème, une nouvelle fois. D'accord? Donc j'espère que vous vous rendez compte là de comment la recherche finalement peut fonctionner. On part vraiment d'un résultat, qui peut être un résultat énoncé dans un cadre assez strict, et à partir de ce résultat, se poser plein de questions autour de ce résultat en se disant mais qu'est-ce qui se passerait si je changeais ceci, si je changeais cela, etc., etc. Alors je vais encore aller un petit peu plus loin, il me reste au moins 2 questions que j'aimerais essentiellement vous montrer. Donc pour la question de distance, je pense que vous pouvez deviner que si je change la distance, malheureusement les relations vont être un peu perdues. Donc je vais mettre ça en rouge.
Et puis, une autre question que j'aimerais amener, c'est la question de travailler avec d'autres géométries. Alors c'est vrai que c'est pas très loin de la notion de distance, de changer la distance, mais je pense que c'est quand même un sujet un petit peu différent. Donc, qu'est-ce qui se passerait si je jouais avec d'autres géométries, des géométries qui ne sont pas euclidiennes? Je vous rappelle, ou alors je vous apprends, qu'il n'y a pas que la géométrie euclidienne dans la vie. Certes, nous on travaille beaucoup avec la géométrie euclidienne, je pense qu'on a beaucoup l'habitude, et là je dis on au sens j'inclus peut-être un certain nombre de chercheurs, ou je peux inclure aussi un certain nombre d'étudiants ou parmi vous. Je pense que vous travaillez beaucoup avec la géométrie euclidienne, avec la notion de produit scalaire, etc. On est bien content que si on a deux droites parallèles, elles ne s'intersectent pas, etc., etc. Mais il existe des géométries dans lesquelles on n'a plus ce genre de choses. Donc par exemple, si j'ai deux droites parallèles, c'est pas impossible que ces droites parallèles s'intersectent. Donc ça, par exemple, c'est une chose qui change complètement la géométrie. On n'est plus en géométrie euclidienne. On peut se retrouver avec d'autres types de géométries dans lesquelles beaucoup de choses vont changer. Et donc bon, il va y avoir aussi des notions de longueur de courbe, etc., etc. Bref, je vous fais grâce de tous les détails. Donc dans les autres géométries, malheureusement, jouer avec Pythagore, ça va plus marcher non plus. Et d'ailleurs, la notion de longueur de courbe et tout ça peuvent amener à la notion de courbure négative ou positive, suivant si la relation de Pythagore est vérifiée ou non. Et suivant si on a par exemple plusieurs courbes dont les longueurs de courbe seraient A, B et C, la question ça serait peut-être est-ce que C carré est plus petit que A carré plus B carré, ou est-ce que c'est plus grand que A carré plus B carré. Et ça va amener à des notions de courbure négative ou de courbure positive. Donc ça c'est quand on travaille avec des géodésiques, avec des géométries donc dans un autre sens, de la géométrie sphérique par exemple, des choses de ce genre. Mais là je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous balance les mots, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Mais là encore une fois, c'est essentiellement, je vous dis encore une fois, j'amène une connaissance, je sais que ça existe, et je confronte cette connaissance avec le résultat qu'on a énoncé, qui est ici le théorème de Pythagore. Et vous voyez qu'on peut aller vraiment très loin dans la réflexion. Alors, il me reste une dernière piste dont j'aimerais vous parler, c'est la piste qui change complètement le cadre dans lequel nous sommes. Puisque jusqu'ici, toutes les questions que j'ai pu poser, alors je vais peut-être faire une patatoïde, toutes les questions que j'ai posées sont de l'ordre de la géométrie. Et finalement, on pourrait poser des questions qui ne sont plus forcément de l'ordre de la géométrie, par rapport notamment à la relation que vérifient les dimensions d'un tel triangle rectangle. Le fait d'avoir A carré plus B carré égale C carré peut m'amener à une question concernant les entiers, par exemple. Est-ce qu'il existe des triplés d'entiers A, B, C qui vérifieraient cette propriété? Et donc ça m'amène à l'étude d'équations diophantiennes. Donc là, on change complètement de thématique, juste parce que je vois une relation qui doit être vérifiée par des nombres réels. Je peux me poser la question, est-ce qu'il existe des triplés d'entiers naturels? À la rigueur, on peut tous les supposer non nuls, pour que c'est un minimum d'intérêt. Donc, est-ce qu'il existe des triplés d'entiers A, B, C, tels que, A carré plus B carré égale C carré? On s'intéresse donc à une équation diophantienne, et là on change complètement de thématique, on n'est plus dans de la géométrie, on est plutôt dans de l'arithmétique. D'accord ? Donc ça c'est une question arithmétique, c'est d'ailleurs une question qui a été quand même pas mal étudiée, donc je vais me permettre de le mettre en vert, parce que c'est quand même une question, je pense, à mon avis, il doit y avoir des réponses autour de cette question, qui existent, si on fait de bonnes recherches, et en fait, il se trouve que c'est ce qu'on appelle les triplés pythagoriciens, c'est triplés, pardon. Donc on les appelle les triplés pythagoriciens. Je vais peut-être pas tout écrire parce que je suis un peu raide. Mais voilà, donc c'est des triplés pythagoriciens. Donc ce genre de choses, ça existe. Ok ? Et ça a été pas mal étudié par donc un certain nombre de mathématiciens. Bref, mais encore, si on veut aller encore un petit peu plus loin, je vais vous faire penser à un gros théorème, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Là, je parle notamment à des élèves, là, cette fois-ci de niveau supérieur. Mais un gros théorème qui pourrait se poser, c'est, vous voyez cette relation-là, qui doit être vérifiée par des entiers, A, B, C. Vous pourrez se poser la question, est-ce que cette relation pourrait également fonctionner si à la place de regarder les nombres au carré, je les regardais au cube?
où je l'ai regardé à la puissance n. Donc cela va m'amener à un gros résultat, une grosse question qui a beaucoup embêté les gens en arithmétique pendant un certain nombre de temps. C'est justement la même question de trouver des triplés A, B, C, tels que A puissance n plus B puissance n égale C puissance n. Donc est-ce que ce genre de choses existe si j'ai n plus grand que 3 ? Est-ce que je peux avoir des triplés A, B, C d'entiers naturels non nuls tels que j'ai A puissance n plus B puissance n égale C puissance n. Et ça, c'est un gros théorème, c'est ce qu'on appelle le théorème de Fermat, qui va nous énoncer, donc là je vous amène encore une fois des connaissances, théorème de Fermat, qui va nous annoncer que finalement, il ne va pas exister de triplés de la sorte. Donc il n'existera pas, si je travaille avec n plus grand que 3, il n'existera pas de triplé A, B, C, tel que A puissance n plus B puissance n égale C puissance n si n est plus grand que 3. Donc des triplés, bien sûr, je répète, des triplés non triviaux, c'est-à-dire que A, B et C doivent être tous non nuls. Et donc ça, par exemple, c'est un résultat qui a été longuement, qui a été difficile à démontrer, parce que si vous cherchez une preuve de ce théorème de Fermat, vous allez tomber sur une preuve qui fait, je crois, de mes souvenirs, un peu plus d'une 50aine de pages, amenant beaucoup d'outils nouveaux, en tout cas à l'époque où on a voulu amener une preuve du théorème de Fermat. Donc, et il se trouve que, juste pour l'anecdote, il se trouve qu'au moment où Fermat avait annoncé ce théorème, il avait écrit en marge, en bas de page, qu'il n'avait pas assez de place sur son papier pour écrire la preuve de ce résultat-là, et qu'il imaginait en fait que la preuve ne serait pas difficile. Aujourd'hui, on pense que cette note en bas de page, à notre avis, ça ne peut pas être une preuve. La preuve qu'il avait peut-être en tête ne devait pas forcément être une preuve qui fonctionnait, étant donné que la preuve qu'on a actuellement est quand même très longue, fait appel à des outils assez récents, et c'est des outils que n'avait pas Fermat à l'époque où il a conjecturé ce résultat. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais voilà donc le type de schéma que l'on pourrait construire autour d'un résultat, juste en amenant à chaque étape une connaissance. D'accord ? J'espère que vous vous en rendez compte, à chaque fois, je vous ai ramené une connaissance, et j'ai confronté cette connaissance avec le théorème, et savoir, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait dire suivant telle direction qu'on pourrait emprunter. Là, comme vous pouvez le remarquer, étant donné que le théorème de Pythagore est un théorème quand même assez bien connu, beaucoup de pistes que je vous ai énoncées sont déjà traitées. Et donc c'est là où on se rend compte que pour faire de la recherche actuellement, il faut être spécialisé. Donc il va falloir connaître des choses de plus en plus pointues pour pouvoir poser des questions de plus en plus spéciaux par rapport au domaine dans lequel on va vouloir travailler, et confronter les connaissances qu'on a de cette spécialisation par rapport à des résultats qu'on pourrait lire dans tel ou tel article. Bon, alors je vais maintenant couper ce que vous voyez actuellement et revenir au format standard, si je puis dire. Bien, alors j'ai pris pas mal de temps pour vous expliquer à travers un exemple comment ça peut fonctionner la recherche, et en vous développant pas mal de pistes autour donc de ce théorème de Pythagore, mais à savoir que ça va marcher pour n'importe quel type de résultat qu'on pourrait rencontrer. Juste pour vous donner des exemples, on pourrait se poser la question sur le calcul du déterminant de Van der Monde, et puis se dire, mais au lieu de mettre des puissances, donc si vous connaissez la formule de Van der Monde, au lieu de mettre des puissances qui vont de 0 jusqu'à n-1 dans ma matrice, pour chacune des variables qui sont présentes, donc x1 jusqu'à xn, est-ce que je pourrais pas mettre une autre collection de puissances, et est-ce que je pourrais avoir une formule peut-être explicite qui serait donnée à partir donc des puissances qui sont en jeu dans le calcul du déterminant, et les variables également qui sont en jeu. Une autre question toujours autour de ce déterminant de Van der Monde, on pourrait aussi se poser la question, au lieu d'avoir un jeu de variables qui sont données par x1 jusqu'à xn, je pourrais peut-être faire intervenir deux jeux de variables, x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn, et peut-être espérer avoir une formule assez sympathique à mettre en place dans ce cadre-là. Et bien sûr, faire intervenir une deuxième variable, on ne peut pas faire intervenir une deuxième variable de manière trop triviale. On pourrait se poser la question, comment on peut faire intervenir plusieurs variables dans le calcul du déterminant. Alors c'est quelque chose qu'on verra très prochainement dans un numéro d'Exode Call.
si ma mémoire est bonne, donc soit exode-call, soit petit exode-call, mais ça va être dans un prochain numéro un calcul de déterminant qui fait intervenir 2 variables. Et en effet, il y a des méthodes qui peuvent nous permettre d'amener plusieurs variables, d'une certaine manière, d'amener plusieurs variables dans une formule où il y a déjà un jeu de variables. Donc ça, par exemple, ça serait pour Van der Monde. Et puis après, une dernière, juste pour faire encore des pistes de réflexion. Si j'avais le théorème de Weierstrass, donc je vous rappelle le théorème de Weierstrass qui dit que si je travaille avec des polynômes, alors si je prends des fonctions continues sur un segment, avec bien sûr muni de la norme, donc ça va être un espace normé, je vais prendre la norme infinie, eh bien il se trouve que n'importe quelle fonction peut être approximée par une suite de polynômes. Donc en fait je vais toujours avoir une suite de polynômes qui va converger vers la fonction continue sur le segment de manière uniforme. Ça veut dire que pour la norme infinie, on va avoir la différence en norme infinie qui va tendre vers 0. Donc ça, par exemple, c'est un résultat qui est valable pour des fonctions à valeur réelle et donc un polynôme à coefficient réel. On pourrait se poser la question, est-ce que ce type de résultat pourrait fonctionner si je travaillais seulement avec des polynômes à coefficient entier? Ça, c'est une question aussi qui peut se poser. Et d'ailleurs, ça a été l'objet d'un sujet qui était tombé à l'ENS, je crois, en second concours, peut-être pas en premier concours, mais qui était tombé à l'ENS il y a un certain nombre d'années. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a plusieurs pistes de réflexion qui pourraient être amenées juste en amenant des petites connaissances autour d'un résultat. Et donc comme vous l'avez compris, enfin j'espère que vous l'aurez compris, en fait faire de la recherche, vous jouez avec un résultat, en tout cas moi c'est comme ça que je vois la recherche, vous jouez avec un résultat et puis vous le faites osciller autour de vos connaissances. Alors soit vous le faites osciller gentiment, soit des fois vous allez avoir des oscillations assez fortes, mais l'idée c'est d'essayer de faire osciller ce résultat et d'essayer de comprendre en fait si en jouant avec donc, des connaissances sur ce résultat, enfin qui sont autour de ce résultat, est-ce qu'on ne peut pas avoir un résultat peut-être un peu plus général ou un résultat un petit peu différent dans un cadre différent, etc. etc. Bien sûr, il y a d'autres gens qui font de la recherche et qui donc, je le répète, pourraient avoir d'autres approches autour de la recherche. Je pense peut-être notamment à des gens qui sont obligés de construire toute une théorie afin de démontrer un résultat un peu plus général. Par exemple, ça je connais par exemple un ami qui est en train de travailler sur la notion d'amplituèdre, sans rentrer dans tous les détails, mais la notion d'amplituèdre, et tout son jeu, en fait, pour essayer de démontrer ce qu'il cherche à démontrer autour de cet objet, il est obligé de passer à travers toute une grosse théorie, donc ressortir plein de théories de géométrie, notamment de géométrie non euclidienne et pas mal d'autres choses qui peuvent être assez intéressantes, des catégories, enfin bref, il y a tout un jeu à la fois géométrique et algébrique qui apparaît, et il est obligé de tout ramener à son sujet, devoir tout retraduire, et donc quelque part reconstruire une espèce de théorie pour amener au résultat qu'il souhaite sur cet objet, donc sur l'amplituèdre. Donc c'est pour dire que voilà, la recherche c'est pas que des questions d'oscillation autour de résultats, ça peut très bien être aussi une construction d'une théorie qui peut être prometteur suivant tel ou tel domaine. Et là ça me permet de faire une petite transition. Comment on vit finalement la recherche? Alors pour cette petite transition, déjà comment on vit la recherche, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on fait des mathématiques, et donc on fait de la recherche, eh bien pour que ce qu'on apprend, ce qu'on fait en mathématiques ou ce qu'on arrive à obtenir comme type de résultat ait un minimum d'importance, ou en tout cas permet de savoir si peut-être ce qu'on a fait est correct, parce que bon, il y a toujours, pour un mathématicien, il y a toujours une partie où on se retrouve sur notre bureau, dans notre coin, à faire des mathématiques, mais il y a aussi une partie très importante de communication. Et c'est sur ça que j'aimerais me pencher là pour l'instant, c'est cette question de communication. En effet, c'est très important de savoir communiquer ce qu'on fait en mathématiques, savoir faire comprendre ce qu'on fait, quelles sont les motivations qui peuvent être derrière, que ce soit des motivations fondamentales, qui n'ont pas forcément d'application dans la vie réelle directement, ou que ce soit des motivations liées à des applications autour de ces résultats mathématiques. D'accord ? Donc on doit amener le contexte, les motivations, si cela est possible, le résultat, énoncer le résultat correctement, en ayant expliqué toutes les hypothèses, toutes les notions qu'il fallait aborder,
Et puis une fois qu'on a expliqué tout ça, être capable peut-être de parler un petit peu de la preuve, ou en tout cas de donner des bribes, de faire comprendre comment cela fonctionne. Et pour cela, pour faire de la communication, il n'y a pas mieux que se déplacer. Et donc souvent, c'est ce qui fait que les mathématiciens entre eux organisent des conférences, des séminaires, qui font que dans ces événements-là, les mathématiciens vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir discuter entre eux, vont pouvoir exposer ce qu'ils font en recherche, et ça va mener justement à d'autres pistes, d'autres questions qui peuvent être posées autour du sujet. Le point de vue qu'on peut avoir soi-même est probablement assez différent du point de vue que peut avoir tel ou tel autre chercheur qui travaille dans tel autre domaine. Et donc c'est ça qui est assez intéressant dans le mode de fonctionnement conférence-séminaire, c'est vraiment on a cette confrontation assez à la fois naturelle mais aussi je pense très important entre les gens qui font des mathématiques dans un domaine et les gens qui font des mathématiques dans un autre domaine et qui entremêlent leurs points de vue pour potentiellement amener à des questions intéressantes qui peuvent amener à de nouvelles résolutions, de nouveaux résultats. Donc c'est en cela que faire de la communication c'est important. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi, donc là je disais faire des mathématiques dans son coin, mais il n'y a pas que des mathématiques qu'on fait dans son coin, il y a aussi des mathématiques qu'on fait en groupe. Ça arrive très souvent que plusieurs personnes aient le même intérêt à travailler sur tel ou tel objet, tel ou tel domaine, tel ou tel point de recherche ou un domaine de recherche. Et pour en apprendre plus, les mathématiciens, au lieu de se mettre vraiment que dans leur coin, de leur côté, ils organisent des groupes de travail. Donc des groupes de travail où on va être plusieurs à travailler sur un article, sur un livre, et apprendre des notions autour de l'article ou autour du livre. Pour vous donner un exemple, moi en tout cas un de mes exemples, j'ai eu affaire à par exemple des groupes de travail qui parlent de notions sur les bimodules de Sorgel très récemment. Par rapport à cette vidéo, ça fait à peine, on a démarré il y a 1 an et là ce groupe commence à se transformer un petit peu puisque il y a de plus en plus de personnes qui se sont intéressées à ce type d'objet et qui ont amené petit à petit des questions sur lesquelles on pourrait se pencher, des questions un peu plus actuelles autour du sujet. Et donc probablement que toutes les connaissances qu'on a pu engranger pendant 1 an vont nous amener potentiellement à amener des réponses à des questions qui se posent actuellement autour du sujet. Donc voilà, donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne la recherche. Il n'y a pas que des mathématiques qu'on fait dans son coin, il y a aussi des mathématiques qu'on fait en groupe, il y a aussi de la communication. C'est tout un ensemble, en fait, faire de la recherche. Peut-être un dernier mot, c'est vrai que je devrais peut-être ajouter un dernier mot. Pour communiquer sur ce qu'on peut faire en recherche, il y a en effet les séminaires, les groupes de travail, tout ça, mais il y a aussi l'écriture d'articles. Donc vous pouvez trouver un très grand nombre, une très grande source d'articles actuellement sur un site formidable qui s'appelle Archive. Donc je peux vous mettre le lien en description, dans lequel vous pouvez trouver les articles qui sortent presque au jour le jour. Alors c'est pas forcément au jour le jour, je me comprends, mais ça peut sortir un certain nombre d'articles par mois, de mathématiques, de physique, chimie, et plein d'autres sujets potentiels. Je crois qu'il y a aussi de l'informatique par exemple, il y a aussi de la biologie. Bref, il y a des articles qui sortent très souvent et ces articles-là, quand on regarde ce qui se fait en recherche actuellement, ça peut aussi nous donner une idée du type de mathématiques qui sont étudiées en ce moment. Et ça aussi, ça peut nous donner une idée de spécialisation qu'il faut avoir. Mais ce que je veux amener surtout, c'est pour la communication. Il est très important d'avoir une bonne communication à la fois à l'oral, mais aussi à l'écrit. Parce que à l'écrit, il faut être capable de développer complètement ses idées. C'est toutes les définitions, peut-être de nouveaux objets qu'on a dû avoir à construire pour pouvoir démontrer ce qu'on voulait démontrer, ou pouvoir énoncer déjà le résultat qu'on veut énoncer, puis ensuite le démontrer bien sûr. Mais on a toute une partie écrite qui prend beaucoup de temps, sur lequel on doit vraiment faire l'effort maximal de communication, faire en sorte que n'importe quelle personne qui se trouve dans le même type de domaine que soi-même puisse comprendre les mathématiques qu'on est en train de faire, et essayer aussi d'avoir une communication assez large. Donc faut pas que ça parle que à des gens qui sont dans notre domaine, il faut essayer de parler à des gens un petit peu plus larges, et tout en faisant des mathématiques techniques. Donc c'est-à-dire il faut vraiment expliciter les preuves. Donc dans les articles, c'est ce qu'on fait. On essaie d'expliciter au maximum les preuves, les idées, afin de certifier, on va dire ça, certifier un résultat, s'assurer que le résultat qu'on énonce est bon, qu'il n'y a pas d'erreur.
sur le résultat qu'on a énoncé et qu'il n'y a pas d'erreur non plus sur la preuve. D'ailleurs, très souvent, à la suite d'une écriture d'article qui se retrouve sur Archive, on peut avoir des gens qui s'intéressent à l'article pendant un mois ou deux, et puis ces gens-là peuvent avoir des questions qu'ils vont nous envoyer, et ça permet aussi de confronter un petit peu ce qu'on a amené comme preuve par rapport aux idées que peuvent avoir comprises une personne qui a lu l'article. Et puis, souvent, c'est ce que je voulais amener, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'article, on va chercher à le soumettre dans un journal, pour essayer de toucher peut-être un public un peu plus large, et quand on le soumet à un journal, eh bien, il y a une personne qui va être choisie au hasard, alors plus ou moins au hasard, parce qu'on ne va pas choisir une personne qui est complètement en dehors du domaine de mathématiques qu'on fait, mais on va choisir une personne qui est plus ou moins proche de thématiques de recherche que l'on peut faire, et cette personne va avoir la lourde charge de lire complètement l'article, de le comprendre de fond en comble, et de s'assurer que la preuve et les preuves des résultats qui sont énoncés dans cet article sont correctes. Donc tout ça pour vous dire que oui, il y a tout un fonctionnement qui permet de s'assurer que ce qu'on fait en mathématiques fait du sens, a un certain intérêt et peut également intéresser d'autres gens. C'est comme ça aussi, en faisant donc des séminaires, en faisant des articles, etc., qu'on arrive à se faire connaître et donc qu'on arrive aussi à avoir un certain cercle de personnes avec qui on discute un peu plus régulièrement de ce qu'on fait et qui peut donner aussi de l'intérêt à ce qu'on fait, donc justement qui peut nous apporter d'autres motivations que celles qu'on peut connaître autour de ce qu'on fait. Et puis voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour de ce que ça peut être, faire de la recherche à mon avis, parce que bon, il y aura peut-être des choses que j'ai envie de vous raconter plus tard, puisque bon j'ai prévu de vous parler de mon doctorat, c'est normal, c'est ma vie étudiante, et le but de ces vidéos, donc des vidéos d'une vie de mathématiques, c'est de vous parler de ma vie étudiante. Donc il y aura un moment donné, je vais vous parler du doctorat, et en vous parlant du doctorat, je pourrais vous parler de ce qu'on pourrait vivre un peu plus précisément de la recherche. Là, je voulais simplement apporter une réponse un peu générale, et peut-être atteignable par un peu tout le monde, c'est pour ça que j'ai pas choisi n'importe quel résultat à développer, j'ai choisi de développer le théorème de Pythagore, exprès parce que c'est un résultat que quasiment tout le monde connaît. Et donc je me suis dit que travailler sur ce résultat, puis expliquer les différents axes qu'on pourrait avoir de recherche autour de ce résultat, serait une bonne chose pour vous faire comprendre en fait comment on peut réfléchir sur le fait de faire de la recherche. Donc j'espère avoir apporté une réponse qui peut-être vous restera un peu à l'esprit, que vous pourrez peut-être plus facilement communiquer avec d'autres gens, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de répondre à cette question, notamment quand on a des proches qui nous posent cette question. Moi, ça m'est déjà arrivé avant, et d'ailleurs, j'avais une idée erronée de ce que c'était la recherche. Je vous rappelle ce que j'avais pu dire, notamment quand j'ai passé les oraux du second concours de l'ENS. Je pensais que la recherche, c'était des résolutions de problèmes dont on confrontait le type de résolution, donc on confrontait les points de vue suivant de tel ou tel domaine on se trouvait, et je pensais qu'en confrontant ces points de vue, cela pouvait amener à d'autres peut-être façons de résoudre un problème, et je pensais qu'en fait avoir un point de vue général était important, donc savoir manipuler un peu de tout dans les mathématiques était important, et il se trouve que non, et comme je l'ai dit donc plus tôt, il est important de se spécialiser, parce que comme vous avez pu en fait finalement le remarquer avec le théorème de Pythagore, quand on pose des questions autour de ces résultats-là, on se ramène très souvent à des questions auxquelles on a déjà des réponses. Si on veut amener à des questions qui sont à la fois pertinentes par rapport aux mathématiques qui se font actuellement et qui peuvent également rentrer dans un cadre précis d'une question qui n'a pas de réponse, il est important de se tenir au courant, en tout cas d'avoir des connaissances suffisantes sur ce qui se fait en ce moment. Bref, je pense en avoir dit suffisamment pour aujourd'hui. À mon avis, la vidéo va être déjà suffisamment longue. Donc sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu apporter des réponses à des gens qui se posaient justement cette question, c'est quoi faire de la recherche en mathématiques, et j'espère que ma réponse vous satisfait. Comme je l'ai déjà dit, il est tout à fait possible que d'autres gens en recherche aient un point de vue un petit peu différent du mien, et donc pas forcément le même type de modèle que ce que je vous ai présenté pour faire de la recherche.
mais c'est quand même très largement le type de modèle qui est utilisé pour des gens qui font de la recherche en maths fondamentale. Donc, au moins, je vous aurais expliqué comment marche la recherche dans ce type de domaine. Mais voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser également un petit pouce si l'épisode vous a plu. Encore une fois, je vais me planter dans le côté. Alors de ce côté-là, je vous invite à vous abonner. De l'autre côté, je vous invite à jeter un coup d'œil à ce que fait ma sœur. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Donc, et vraiment, soutenez-la, elle en a vraiment besoin, si elle veut pouvoir promouvoir sa musique. Donc voilà, et puis comme d'habitude, 2 petites vidéos si vous voulez continuer la navigation sur la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!